Bon après-midi à tous et à toutes. Je suis vraiment très contente d'être ici, de revoir des anciens collègues et de nouveaux collègues. C'était aussi pour moi, cette colloque, l'occasion pour pouvoir penser un peu plus un an après avoir conclu les projets que je vais vous présenter, un projet de recherche-action que j'ai écrit, j'ai déroulé, j'ai installé, j'ai implémenté et j'ai évalué et rendu compte. Donc, et après, je suis rentrée de l'Italie en France. Donc, cette colloque, c'était vraiment l'occasion aussi de pouvoir un peu mettre des mots, de pouvoir réfléchir de façon un peu plus méthodologique sur cette expérience, je répète, de recherche-action et je vais la définir. Derrière, normalement, vous aurez dû commencer à voir un documentaire qui s'appelle Amala, qui a été réalisé avec les femmes du projet. Amala, c'est un projet qui a commencé avec une réponse à un appel à projet de l'Union bouddhiste italienne en Italie, qui proposait un financement important pour des projets humanitaires à créer en Italie du Sud. Donc, en réponse à cet appel à projet, je commence une recherche théorique sur l'état de l'art, des études et des dispositifs en Italie qui prennent en considération avec différentes typologies de la prise en charge légale, psychologique, sociologique ou de recherche de la violence de genre. Les premiers résultats de cette étude préliminaire donne des résultats assez intéressants. Tout d'abord, quels sont les facteurs de risque pour une femme de se trouver dans une condition de violence? Tout d'abord, l'âge. Il n'est jamais parti. Ouais, à savoir, je suis technophobique. Chaque fois, il y a quelque chose qui ne marche pas. Toujours. Les facteurs... Ah oui, à nouveau, Camini, c'est le nom du village. C-A-M-I-N-I. À nouveau, C-A-M-I-N-I. Donc, je disais tout d'abord les facteurs de risque. L'âge de la femme, très jeune ou très âgée, à partir de 50 ans et plus. Les niveaux d'études, c'est un des facteurs de risque. L'être étrangère, l'avoir des enfants, être au chômage, ou avoir une situation économique précaire. Les représentations sociales de la société dans un moment déterminé. En Italie, il y a quelques années, il y a 3 ans, est sortie une urgence, une émergence du phénomène des féminicides des femmes aussi italiennes, et ça correspond à un discours autour de la victime de violences de genre assez culpabilisante pour la personne qui a subi la violence. Et ça a été considéré aussi un facteur de risque, le nombre très limité d'emprisonnements ou en tout cas des conséquences légales pour les personnes qui ont commis les crimes envers la femme. Les messages politiques du moment, à partir de la montée de l'extrême droite avec Salvini, les discours politiques aussi, c'était un discours qui allait remettre en discussion des choix d'autonomie, d'indépendance de la femme et à réduire l'importance de l'impact de l'éducation aussi des hommes et la question aussi des genres, les questions différentes des genres. Les plus vulnérables, donc, dans cette étude préliminaire, résultent être les femmes étrangères qui sont passées par un parcours migratoire à travers la Libye, donc pas à travers les couloirs humanitaires. Était calculé qu'environ les 90% des femmes qui ont fait la demande d'asile en Italie ont vécu des violences, des viols, des violences, des attentes, des violences directes contre elles en tant que femmes, les 90.
Mon expérience personnelle qui n'est pas quantitative, c'est presque les 100% des femmes qui ont fait les voyages migratoires par terre. Un autre problème très important, un aspect très important, c'est les stéréotypes des genres liés en plus à l'effet d'avoir une autre origine. En italien, par exemple, pour dire prostituée ou pour dire une partie de la ville où il y a des femmes qui sont en situation de prostitution, on dit la rue des Nigériennes. Ça, au niveau du langage, le fait d'être étrangère et d'être réfugiée est associé à l'idée d'être prostituée, ex-prostituée ou sortie du réseau. Ça, c'est une des impacts aussi principaux. Donc, la violence de genre est une violence, tout d'abord, qui est impactée par les regards de la société et elle ne peut pas sortir de la question de comment la société voit la femme, comment la société voit la femme qui a vécu des parcours de violence. L'idée donc de travailler de créer un dispositif de prise en charge psychosociale des femmes réfugiées victimes de violences de genre ne pouvait pas ne prendre en considération l'aspect du rôle social des femmes et l'idée de la sortie de la violence de genre, pas seulement comme une sortie d'un contexte dans lequel la femme a vécu des violences, mais aussi comme une transformation du regard aussi social. Donc, le deuxième axe de la recherche, c'était d'étudier les contextes. Vous les voyez passer. C'est un contexte d'un tout petit village, minuscule village, qui s'appelle Camini, dans les fonds de la Calabre. Donc, l'Italie du Sud, c'est la pointe de la boîte de l'Italie face à la Sicile. Un petit village très particulier où je voulais implanter ce projet. Pourquoi il est important les contextes? Parce qu'effectivement, j'ai parti de l'hypothèse qu'un accompagnement psychosocial à la sortie de la violence de genre ne pouvait ne pas prendre en considération l'impact que les contextes pouvaient avoir sur la thérapie en soi-même et que la thérapie, elle devait être dans une approche intégrée et systémique en considérant tous les liens entre les femmes et les contextes dans lesquels on allait implanter les projets. Les contextes, c'est un tout petit village qui était détruit complètement par le phénomène des migrations à partir des années 60 jusqu'aux années 80. Un village dans lequel étaient restées 200 personnes locaux italiennes et qui, à partir des années 2010, avait commencé à accueillir les migrantes comme un outil, une possibilité de pouvoir faire rester les Italiennes qui voulaient rester sur place et ne pas partir. Donc, il a été créé un centre d'accueil des migrantes très important qui donnait différents services et grâce à l'accueil des migrantes, des demandeurs d'asile et des réfugiés, des bâtiments ont été construits, les maisons ont été reprises. Il y a eu toute une belle opération des personnes de cette association. Les macro-projets étaient portés par une coopérative qui s'appelle Eurocop. Ils appelaient les descendants des émigrés italiennes en Argentine, en Allemagne, pour demander d'avoir leur maison comme cadeau, des maisons détruites complètement, et de pouvoir les retaper pour accueillir de nouvelles familles. Et donc, il y avait déjà un processus de reconstruction identitaire de cette communauté à partir de l'accueil des migrantes qui avait donné plus de 50 places de travail dans un lieu où il y a vraiment un désert et un taux de chômage vraiment très important. Donc, les projets psychosociaux pour les femmes, pour moi, ils devaient partir en analysant pas seulement quel est l'impact de la violence de genre sur la personne, donc pas seulement au niveau intrasubjectif, mais quel pouvait être l'impact du projet psychosocial pour la communauté, pour pouvoir créer des alliances et pouvoir faire ce que moi j'appelle une négociation préalable du rôle de la femme. Autrement dit,
C'était impensable d'accueillir des femmes nigériennes, donc avec tous ces stéréotypes liés à leur origine, à leurs conditions, à leur genre, sans les faire arriver avec un statut, un rôle social déjà prénégocié par moi, donc par les chercheurs. Donc, un axe de recherche, c'était de comprendre quels étaient les besoins du territoire. Vous voyez, c'est vraiment très rural. Là, il y a la mer, c'est là que souvent arrivent des bateaux à voile avec 10 fois, 20 fois les numéros des passagers possibles, remplis de personnes qui essaient de s'enfuir à partir de la Turquie. Donc, l'idée, c'était à la base quels sont les besoins du territoire, parce qu'implémenter un projet d'accueil des migrantes doit aussi répondre à la question quel est l'impact sur les lieux d'accueil. Et s'avère qu'en fait, un des besoins, c'était celui-là d'avoir des enfants, parce qu'ils venaient de réouvrir enfin une école qui était fermée depuis 30 ans, mais ils avaient besoin d'enfants pour pouvoir continuer à pouvoir la maintenir. Donc, un besoin démographique, un besoin d'implémenter, augmenter l'offre touristique, parce que ces villages ont commencé à se proposer comme un lieu de tourisme solidaire, donc avec des projets Erasmus+, des universités qui viennent étudier les modèles. Donc, ils avaient besoin d'une attraction touristique aussi quelque part et d'économique. La possibilité de créer des postes de travail aussi pour les gens locaux. À partir de ça, donc, je commence à m'interroger d'un point de vue économique. Donc, comment on peut créer un projet psychosocial, mais qui a un impact économique sur les territoires. Tout en continuant la recherche ethnographique, interviewant les vieilles femmes qui étaient dans les villages, je leur demande comment étaient leur vie des femmes avant, qu'est-ce qui s'est passé. Et à un moment, une femme, elle me raconte qu'avant, dans ces villages, il y avait une grande tradition textile qui était complètement disparue, et notamment les métiers à tisser. Je pense que l'image est déjà passée. Et les métiers à tisser dont elle me parle, moi je les connaissais, mais en Calabre, elle est très variée. Il y a beaucoup de cultures en Calabre. Ces métiers à tisser, je ne les connaissais pas. Il a une structure très contenante qui s'appelle les châteaux, dans lesquels la femme, parce que c'était une métier féminin, rentre dedans, et c'était intéressant. Elle a un ordre, un rythme avec les pieds, un autre rythme avec la main, et elle fait une trame, il y a une mise en trame. De quoi? Des tissus qui souvent sont des vieux tissus déchirés, qu'on déchire et on recompose. Et cette image me semblait, comme on peut voir aussi en art-thérapie, quelque chose qui avait de l'ordre thérapeutique. Et on peut me le confirmer, cette femme, quand elle me disait, les moments où j'ai tissé, moi et d'autres femmes, c'était les moments où on oubliait tout, où on était dans notre monde, on entendait la voisine qui chantait et les problèmes, ils pouvaient s'évanouir. Il y avait quelque chose dans ce rythme. Et même, il y avait des chants associés à ce travail. Les chants, c'était aussi pour se rappeler la séquence à faire pour créer les tissus. Mais il y avait une sensation de nostalgie, une nostalgie déchirante dans une communauté qui avait perdu son identité à cause de l'immigration, ses savoir-faire. Il n'y avait plus de femmes qui étaient capables de faire ça. Et quand j'ai demandé où ils étaient passés les métiers à tisser, ils m'ont dit qu'ils sont tous détruits. Et on me parle aussi d'une... cette vieille femme me dit, mon mari m'a détruit les métiers à tisser, ils sont tous détruits, il n'y a plus. Et donc là, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir une reconstruction de quelque chose. Et pour la première fois, dans l'atelier de menuiserie, on a aussi construit de nouveaux métiers à tisser. Que je sache, en Italie, au moins en Calabre, on n'a jamais construit des métiers à tisser. C'était les vues, mais on ne s'est jamais mis à construire un nouveau métier à tisser sur la base de vieux modèles. Donc, il y avait quelque chose à jouer aussi au niveau de la nostalgie, et je me suis dit que si ces femmes, elles ne venaient pas pour être prises en charge
être celles qui vont un peu à répéter l'imaginaire italien pour lesquels les migrantes, ils ont plus de droits, ils ont plus d'allocations, ils ont plus d'aide que les Italiennes elles-mêmes. Elles venaient pour aller récupérer des cultures locales calabraises qui étaient en train de disparaître. Elles allaient arriver avec des enfants qui allaient à permettre la continuité de l'ouverture de l'école. Il allait à ouvrir une boutique qui s'appelle Amala, et ça existe encore, qui allait à augmenter l'affluence des touristes, en tout cas la couverture médiatique, et allait en quelque part aussi à rendre à nouveau fiers les gens des Camini par rapport à leur culture traditionnelle. Comment ça s'est fait les recrutements? Moi, j'ai voulu commencer à travailler tout de suite sur la question du désir. C'est-à-dire les femmes, la plupart des fois, même les projets qu'on propose aux femmes, c'est des projets, vous n'avez pas d'autre choix, vous devez sortir du centre anti-violence ou du centre d'accueil parce que le temps est fini. Et donc, voilà, vous prenez les premiers lieux. Alors, moi, je suis allée les rencontrer dans différents centres d'accueil en Italie. On a eu un espace de discussion avec les éducateurs, les professionnels. Et quand j'ai rencontré les femmes, j'ai commencé à les interroger sur leur désir. Et je n'ai pas caché qu'elles allaient aller vivre dans un lieu très isolé vraiment, pour tous. Et qu'est-ce qu'elle allait faire? Et si la question textile pouvait être quelque chose qui allait dans la rencontre de leur désir. Donc, on a travaillé beaucoup la question du désir. Au niveau, dans les critères d'inclusion, j'avais demandé au centre d'accueil qui orientait les femmes vers ces projets, j'avais demandé qu'ils n'aient pas de dettes. Ça, pour moi, c'est un élément très important que malheureusement, ça n'a pas pris en compte, puisque effectivement, la plupart des femmes qui sont arrivées sortaient d'un réseau de la prostitution. Moi, j'avais demandé qu'ils n'aient pas de dettes pas seulement d'un point de vue économique, mais vraiment, et ça m'inquiétait beaucoup, psychique avec les personnes. Ça m'était assuré que non, mais ce n'était pas vrai et ça a eu un impact sur les suivis. Et une condition psychique aussi stabilisée ou telle, en tout cas, l'urgence, la sortie des effets immédiats de la violence, elle devait être déjà traitée. Là, c'était plutôt un travail de l'après, après de l'urgence. Et au début, ça a très bien marché. Il y a eu, nous, déjà, on a été financé. On a reçu 150 000 € pour un an pour pouvoir créer les premiers ateliers textiles dans les villages, accueillir dans des logements pour la diade mère-enfant. On a accueilli 5 mères avec 3 enfants. Un accompagnement à la scolarisation, la crèche pour les plus petits. Une formation continue dans les textiles, mais pas seulement, aussi dans la création d'un e-commerce, dans la gestion, dans la partie marketing, gestion d'équipe, gestion managériale, parce que l'idée, c'est on ne voulait pas faire un atelier dans lequel on occupe du temps. Ce n'était pas de l'occupationnel. L'idée, c'était vraiment de pouvoir aller vivre des résultats de leurs produits, de leur création. Et donc, c'est pensé différemment aussi dans la relation avec l'objet. C'est-à-dire, c'était elle qui crée quelque chose, qui crée des objets. Et ça, l'idée, c'était que ça pouvait avoir un impact positif sur aussi les effets psychiques de la violence de genre. J'avais déjà travaillé avec beaucoup de femmes qui avaient eu ces parcours, ces événements de vie, et j'avais pu relever, je vous l'ai dit un peu en vrac, sans avoir nécessairement des associations, une grande fréquence de troubles de sommeil, des troubles de l'attention, de la concentration, des addictions, des relations de dépendance, de codépendance avec les pairs, avec les partenaires, des relations conflictuelles avec les pairs aussi.
Ça, c'est pour les enfants et les mères. Et en effet, quand ils sont arrivés, on pouvait voir une symptomatologie très similaire chez l'enfant et chez la mère. Donc, on a des troubles de sommeil, de la concentration, une mésestime de soi très profonde, une difficulté à se projeter dans le futur. Et ça, c'est pas que pour une question psychopathologique, c'est vraiment pour une question liée au contexte dans lequel elle se retrouvait. Des phénomènes de dissociation assez importantes et des somatisations aussi très, très importantes. Ce qui rendait la condition d'exclusion sociale encore plus dure à vivre et encore plus intense et importante. Les femmes, elles ont commencé à arriver en décembre 2019 et les choses commençaient à s'épaiser. Les enfants présentaient, ils étaient 3 enfants. Les 3, ils avaient des degrés différents, mais présentaient une grande angoisse à la séparation avec la mère. Donc, il y a eu tout un accompagnement. La crèche, au fait, elle était à 50 mètres à pied de l'atelier. Ça s'était fait exprès, de façon qu'il pouvait y avoir ces allers-retours très faciles pour la mère et aussi pour les éducateurs à amener l'enfant. Dans l'atelier, les enfants pouvaient venir jouer, se retrouver. C'était un lieu ouvert qui est devenu aussi un peu un lieu du village. Les femmes, les voisines italiennes, elles ont commencé à arriver, à avoir les premières relations avec les femmes qui travaillaient. Les enfants, ils étaient très angoissés dans la séparation avec la mère, une grande difficulté à pouvoir jouer avec les autres enfants, des comportements très agressifs. Il y a une des petits de 4 ans, Godwin, qui a mordu ma chienne. Elle avait vraiment des accès de colère très, très forts, pas seulement vers les objets, mais vers n'importe quelle personne. Elle pouvait vraiment avoir des actes très agressifs et des problèmes de sommeil, des troubles alimentaires aussi très importants. Les choses commençaient à s'apaiser, difficulté à créer les groupes de femmes parce que la question du collectif était aussi très compliquée. Et il y a eu en 3 mois, en février, donc le projet a commencé en janvier, les femmes étaient arrivées en décembre. En février, il y a eu les premiers lockdowns. Donc, une variable que personne n'avait prise en compte, qui a vraiment réactivé réactiver une symptomatologie très, très, très forte. C'est fini, donc je veux dire que je vais terminer moi aussi. On a essayé, alors on était 2 psychologues. Moi, je m'occupais surtout de l'implémentation du projet. J'étais dans les lieux avec les femmes. Je faisais des entretiens d'évaluation du projet pour voir comment elles vivaient les interventions, de quoi elles pouvaient avoir besoin, comment elles étaient en train d'apercevoir les interventions et comment l'améliorer. Et après, elles étaient suivies psychologiquement par une pédopsychologue. Et au niveau des symptômes, avec les lockdowns, il y a eu un retour vraiment des symptômes très aigus, des décompensations sur des modalités hystériques, psychotiques, en tout cas, des crises qui pouvaient vraiment durer des heures et des heures. L'isolement, la solitude a réactivé des choses très, très fortes. On a essayé aussi, j'arrive juste une minute et je ferme. On a essayé de continuer à nourrir les liens. Moi, je me rappelle que je sortais dehors de la porte, j'ai laissé des œufs frais ou des petits billets. L'idée, c'était vraiment de continuer à nourrir les liens, mais c'était quand même très, très dur. Et à la sortie du lockdown, les conditions psychophysiques de la plupart des femmes étaient très, très compromises. Ce qui pose effectivement la question hyper importante qu'après on discutera de l'évaluation de cette intervention. Et moi, dans mon espoir, c'était de créer un modèle d'intervention psychosociale. Comment on fait pour l'évaluer? Il y a une évaluation pour les financières, surtout sur un modèle quantitatif de typologie d'intervention, les numéros de heures, etc.
il a été observé un impact social assez positif avec une représentation de ces projets par les habitants très positive, très investie, au point que des jeunes hommes ont commencé à venir à l'atelier et à demander aux femmes de leur apprendre les savoirs calabrais. En fait, c'était des hommes calabrais qui ne savaient pas tisser, qui demandaient aux femmes nigériennes de leur apprendre la culture textile calabraise. Moi, à ce moment-là, je me suis dit qu'au niveau d'impact sur le territoire, c'était extrêmement positif. D'un point de vue psychologique, des symptômes, c'était extrêmement négatif. Mais comment évaluer? Ça, c'est la grande question que je n'ai pas de réponse. Quand il y a des phénomènes majeurs comme les Covid, avec les lockdowns, l'isolement, les réactivations de tous ces événements à l'intérieur d'un projet psychosocial. Je vous remercie pour votre attention.